sommes en confinement depuis bientôt un mois, donc ça commence à faire long, mais ça nous laisse du temps pour produire de nouvelles vidéos. Donc celle-ci va parler de notre période en workaway qu'on a passée dans la région de Sao Paulo. On espère que ça va vous plaire, nous on a pris beaucoup de plaisir à monter les images. Commençons d'abord par localiser São Miguel Arcanjo. Elle est située dans l'état de Sao Paulo, dont vous pouvez voir la délimitation sur cette carte. Elle se trouve à l'orée de la forêt atlantique, sur l'ancienne route entre Sao Paulo et Curitiba. On y trouve une immigration importante, notamment japonaise et italienne. La ville, d'environ 30 000 habitants, ne présente pas d'intérêt touristique majeur, si ce n'est un petit lac artificiel au centre-ville. Elle possède pourtant sur sa commune un parc régional, le parc Carlos Botelho, qui est une destination incontournable de la région. São Miguel doit son nom à son église du XIXe siècle, qui fut construite en l'honneur de Saint Michel. Son activité est avant tout agricole et produit depuis les années 50 une variété de raisins italiens qui est devenue la principale source de revenus de la ville. Seul ombre au tableau, le développement vinicole a amené à la destruction des forêts. Chaque année a lieu la Festa da Uva Italia où concourent différents exposants agricoles. On trouve ici des variétés de raisins Italia, Ruby ou Niagara. C'est en s'enfonçant un peu plus dans la campagne environnante, jusqu'au lieu-dit Abaichinga pour être précis, que nous sommes arrivés chez Marina, Fernando et le petit Yere, qui nous ont hébergés pendant 3 semaines. Notre séjour, en plus d'apprendre la vie dans une famille paulista, nous a permis de faire la connaissance de plein de petites bébêtes à poils et à plumes, des plus mignonnes pour commencer, jusqu'aux plus effrayantes. Et croyez-le ou non, après un petit temps d'adaptation, on en est venu à les apprécier presque toutes. En voici un petit florilège. Les colibris sont difficiles à saisir en photo car ils sont rapides, et je rêvais d'en prendre un. Mais quand je disais prendre, je ne pensais pas avec les mains. L'un d'entre eux s'est retrouvé coincé et a manqué de peu de finir en casse-croûte pour chat sans mon intervention. Pendant cette période, nos hôtes nous ont présenté Eji et Adjusant, à la tête d'une réserve écologique. Leur but ? Reboiser toute la zone se situant entre le parc Carlos Botelho et leurs propriétés, en créant un corridor de biodiversité. Le tout en utilisant des essences endémiques afin d'éviter de briser l'écosystème, comme c'était le cas jusqu'alors avec les récentes forêts d'eucalyptus. Nous nous sommes donc tous mis à planter des arbres natifs, comme l'araucaria, le bracachinga, qui est une sorte de mimosa, l'avocatier ou encore le bougainvillier primavera. Pour ce faire, les petites pousses sont d'abord récupérées par le parc Carlos Botelho, directement sur les chemins de randonnée, afin d'éviter qu'elles se fassent écraser par les touristes. Elles sont ensuite mises à l'abri dans du compost, le temps de grandir un peu, puis acheminées jusqu'à leur lieu de plantation définitive. Revenons sur le parc Carlos Botelho. Nous avons visité à 3 reprises quelques parties sur les plus de 37 000 hectares que le parc comprend. Nous avons bien sûr découvert de nombreuses espèces d'arbres et de plantes endémiques du Brésil, mais également des choses plus surprenantes comme d'anciens fours. Ces fours étaient autrefois utilisés pour brûler les arbres et les transformer en charbon. Oui, ce n'était pas très écologique. Nous avons aussi pu admirer de ravissants cours d'eau avant de nous baigner au pied de cascades. Tout ceci en étant protégé des moustiques grâce à cette plante, un véritable répulsif naturel. Mais le clou du spectacle dans ce parc protégé fut les animaux que l'on y a croisés. Une vraie plongée dans le Jurassique. Notre première rencontre avec un dinosaure s'est produite lorsque l'on a croisé la route de 3 Cariama huppés en chasse. Mesurant un peu moins d'1 mètre, c'est le 2e plus grand oiseau d'Amérique du Sud, derrière le nandou. Il est omnivore, mais possède une préférence pour les insectes, serpents et même d'autres oiseaux plus petits.
Quand je vous dis que c'est un dinosaure, j'exagère à peine. En effet, il possède de nombreuses similitudes avec le célèbre Vélociraptor. Il est comme lui très rapide, avec des pointes à 70 km/h, et comme lui, il est membré d'une très grosse griffe au bout de ses pattes, agissant comme un crochet pour achever ses plus grosses proies. Comme lui aussi, il chasse à terre, et souvent en petits groupes. Certains scientifiques émettent d'ailleurs l'hypothèse qu'ils soient des descendants directs des Phorus racos, ou oiseaux de terreur, des dinosaures de 2,50 m de haut, couverts de plumes et carnivores, qui vivaient il y a 60 millions d'années. Quand on compare les squelettes des théropodes de l'époque et ceux des oiseaux actuels, ça saute à la gueule. Ils ont traversé la crise. Le second dinosaure, ou en tout cas un lointain cousin, qui a croisé notre chemin, était un magnifique tégumal, plus précisément un toupinambi argentin. Mesurant entre 1 mètre et 1,50 m, ces reptiles peuvent vivre une vingtaine d'années et sont reconnus pour leur intelligence. Pour remettre cette rencontre dans le contexte, je tiens à vous préciser que cela a eu lieu le matin, au réveil, après une courte nuit passée à la Belle Étoile dans nos hamacs. La surprise aidant, nous nous sommes retrouvés à peine habillés à la poursuite de cette créature pour vous rapporter ces images, sous les yeux ébahis des quelques locaux pour lesquels sa présence était monnaie courante. Le Tégu aussi a dû s'interroger. Un énorme merci à vous tous. À bientôt!